Je suis une diététicienne qui aime manger et qui va chercher à ne pas priver les autres de leur plaisir non plus. Voilà, je sais que nous sommes plusieurs d'ailleurs, diététiciennes épicuriennes dans l'assistance et je salue bien fort mes collègues de cœur. Voilà. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un atelier autour des tartinades. Les tartinades, c'est facile, c'est un truc qu'on va tartiner sur une tartine. On va voir qu'il peut y avoir différents types de tartines d'ailleurs. Et le principe de la tartinade, c'est très sympa parce que c'est hyper rapide à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on va en faire 4 en moins d'1 heure, largement. Et puis surtout, on peut les faire à partir de plein de choses qu'on a dans son placard. On peut également choisir les ingrédients en fonction de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous rassasie ou de ce qui nous fait plaisir, selon les besoins qu'on va avoir. Donc là, je vais vous proposer 4 tartinades très différentes, faites sur la base d'ingrédients nutritionnellement très différents eux aussi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on émaille un petit peu les préparatifs de plein d'infos sur la nutrition, la diététique, si ça vous intéresse. Ça vous va comme menu? Merveilleux. Super. 4 tartinades différentes. Une première tartinade à base de lentilles corail. Est-ce que vous les connaissez, ces petites lentilles corail adorables? Magnifiques. Donc on les aime beaucoup, elles font des dalles vraiment très savoureux. Le problème, c'est qu'elles collent au fond de la casserole, n'est-ce pas? Bien. Donc comment on fait pour qu'elles ne collent pas au fond de la casserole? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va abondamment les rincer. Vous avez remarqué qu'elles n'ont pas de peau, contrairement aux petites lentilles vertes ou aux petites lentilles brunes qu'on achète. Comme elles n'ont pas de peau, elles vont relarguer de l'amidon. Hop. Alors, si je mets de l'eau et que je brasse mes petites lentilles corail, hop, vous allez voir qu'elles vont relâcher beaucoup de blanc. C'est leur amidon, en fait. Et si on ne les rince pas abondamment, avant de les faire cuire, c'est l'amidon qui va les faire coller au fond de la casserole. Et on n'aime pas gratter les fonds de casserole. Bon, quand elles sont en inox, c'est moins grave. On gratte, on gratte. Hop. Voilà. Et là, vous voyez comme l'eau est trouble. Donc, on va les rincer plusieurs fois dans plusieurs eaux, histoire de les débarrasser au maximum de leur amidon. Et ensuite, on va les mettre à cuire. Et comme effectivement, elles sont dépelliculées, elles n'ont pas leur petite peau autour, elles vont cuire très rapidement. Donc, c'est non seulement un ingrédient délicieux, mais aussi super pratique. Donc, là, vous allez voir, quand je vais les rincer une deuxième fois, l'eau va déjà être beaucoup moins trouble. Voilà. Donc là, on n'a quasiment plus d'amidon qui vient teinter l'eau. Donc nos lentilles sont suffisamment rincées. Je vais les égoutter une dernière fois et je vais mettre juste ce qu'il faut d'eau pour qu'elles puissent tout absorber à la cuisson. Hop. Donc juste ce qu'il faut d'eau, c'est à peu près les couvrir d'eau. Si ça ne fait pas assez, ce n'est pas grave, on en rajoute au cours de la cuisson. Mais si on en met trop dès le départ et qu'on doit égoutter nos lentilles, le problème, c'est qu'on va se débarrasser aussi d'une partie de leurs minéraux et de leurs nutriments qui aura migré dans l'eau de cuisson. Et ça, ce serait dommage. Donc, à peu près comme ceci. Et avant de lancer la cuisson, je vais ajouter une petite carotte dedans. Alors là, vous voyez, les lentilles corail, elles sont bien corail, tant qu'elles ne sont pas cuites. Mais une fois qu'elles cuisent, elles prennent quelle couleur? Elles deviennent un peu plus jaunes. Le fait de rajouter une petite carotte, ça va permettre de maintenir un petit peu plus leur couleur orangée. Enfin, ça ne va pas leur maintenir la couleur orangée, mais ça va donner de la couleur orangée à ma tartinade. Donc là, ma carotte, elle a l'air un petit peu vilain comme ça, c'est parce que je l'ai déjà lavée. Et quand on la lave un petit peu à l'avance, la peau a tendance à s'oxyder. Donc je vais l'éplucher juste pour que ça ne vienne pas gâter la couleur de la tartinade à la fin. J'ai une petite Maintenant, question. quand ce sont des carottes bio, ce qui va être intéressant, c'est de conserver la peau qui est riche en vitamines. Là, je privilégie le côté esthétique au côté nutritif. Hop là. J'ai une petite question pour vous. Avec plaisir. C'est quoi l'amidon? J'ai rien compris. C'est quoi l'amidon? L'amidon, merci de cette importante question. Alors, l'amidon, c'est le sucre qui est contenu à l'intérieur des féculents. C'est le sucre qu'on va trouver dans les pommes de terre, qu'on va trouver dans les lentilles, qu'on va trouver dans le riz, dans les pâtes, etc. Et ce sucre-là, imagine, c'est une molécule qui ressemble à un grand collier de perles. Un collier de perles où chaque petite perle, ce serait une perle de glucose. Et donc l'amidon, c'est comme un grand collier plein de petits glucoses tout attachés les uns aux autres.
Et comme c'est une grosse molécule qui est bien compliquée avec tous ces glucoses, elle met du temps à être digérée. Et comme ça met du temps à être digéré, que les nutriments, en l'occurrence le sucre, met du temps à passer dans le sang, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des sucres qui sont assimilés lentement et qui vont nous donner de l'énergie sur la durée. Est-ce que ça répond à ta question? Je me réjouis. Hop. Voilà. Et on sait que l'amidon, ça colle, puisqu'avant, on utilisait l'amidon pour faire les cols de chemise, pour que ça tienne bien raide. Hop là. Donc là, j'ai coupé mes carottes en morceaux, je les ajoute à ma petite casserole et tout va cuire en même temps. C'est pour ça que je n'ai pas coupé les rondelles de carottes trop épaisses, sinon elles mettraient beaucoup plus de temps à cuire que mes petites lentilles. Hop. Alors, là, j'apprends à faire fonctionner la plaque à induction et je vais mettre à feu un peu vif au début, histoire que ça monte en température rapidement. Et ensuite, je vais baisser le feu pour que ça ne déborde pas. Parce que vous savez, les lentilles, surtout les lentilles corail, ça a tendance à faire de la mousse en surface et puis à déborder de la casserole, ce qu'on n'aime pas du tout non plus. Après, il faut gratter la plaque de cuisson. Ce n'est pas pratique. Donc là, j'ai déjà lancé ça pour faire la tartinade aux lentilles corail. Et cette tartinade lentilles corail carotte, elle va être assaisonnée, entre guillemets, avec du hareng fumé. Comme la lentille corail a un goût un petit peu... très légèrement terreux, un petit peu fade, la carotte est de saveur douce. Ça va être intéressant d'associer un aliment fumé pour relever, pour rehausser. Vous allez voir, ce sera très sympa. Cette cuisson-là est lancée. On va lancer une deuxième cuisson en attendant. Cette fois, on va lancer la cuisson de petits pois pour faire comme un houmous de petits pois au gingembre. Le houmous, est-ce que vous connaissez ? Ok. Le principe, c'est d'avoir une légumineuse. En général, c'est le pois chiche dans le houmous traditionnel qu'on va mixer pour en faire une purée. Il va être assaisonné avec du jus de citron, du tahine, c'est-à-dire de la purée de sésame, avec de l'huile d'olive, évidemment du sel et des épices, comme le cumin. Et là, en fait, pourquoi pas utiliser d'autres légumineuses ou d'autres légumes secs. En l'occurrence, le petit pois, c'est pas tout à fait une légumineuse, c'est pas tout à fait un légume, c'est un petit peu entre les deux. Justement à cause de l'amidon dont on parlait tout à l'heure. Le petit pois, il a plus d'amidon que les autres légumes, mais il a moins d'amidon que les autres légumineuses. Donc, il est un petit peu au carrefour des deux. Moi, j'adore le petit pois, déjà à cause de sa couleur vert pimpant, qu'on va essayer de garder à la cuisson. Alors, ce vert, il est donné par la chlorophylle qui est contenue dans les aliments, dans les légumes verts notamment. Et quand on cuit de trop, vous savez, le petit pois devient jaune, le haricot vert devient jaune, le brocoli aussi. Parce que la chlorophylle a été détruite par une cuisson trop poussée, trop intense. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire, mais juste ce qu'il faut, en mode al dente le petit pois. Ça va lui conserver sa couleur verte et ça va lui conserver un goût beaucoup plus frais, beaucoup plus vert également, qui va être très sympathique. Hop, c'est parti. Donc pareil, là, ça va être une cuisson à surveiller pour qu'elle ne soit pas trop poussée. Jusque-là, tout va bien ? Vous êtes formidables. Alors, pour le coup, comme là, on a des cuissons qui sont en cours de route, on va s'occuper d'une autre tartinade en attendant. Alors, on va s'occuper d'une tartinade que j'aime énormément. C'est une tartinade non pas à base d'un légume ou à la base d'une légumineuse cette fois, mais à base d'une graine oléagineuse. Les graines oléagineuses, ça vous parle ? Les noisettes, les amandes, les noix de cajou. Alors là, il se trouve que moi, j'ai fait tremper des noix de cajou, je les ai mises à tremper. Je vais les poser ici pour qu'on les voit en gros plan. Et vous allez pouvoir comparer un petit peu combien ça a gonflé au trempage. Donc là, par exemple, vous avez des noix de cajou qui ont trempé. Et ici, vous avez une noix de cajou sèche. Ici, elle est sèche et ici, elles ont trempé. Vous avez vu comme ça gonfle ? Ça va être beaucoup plus tendre aussi. Vous allez voir, la saveur va être également différente. Je crois que j'ai le micro qui se barre. Hop. Alors, ces petites noix de cajou toutes tendres, elles vont être faciles à mixer. On va pouvoir les passer dans un petit robot mixeur. Et vous allez voir, la saveur est toute particulièrement douce. Et pour respecter cette douceur, moi j'aime bien y ajouter des ingrédients très doux eux aussi. Hop. Donc la tartinade de noix de cajou, au final, elle sera épicée avec du curry. Mais on va ajouter un autre ingrédient que j'aime beaucoup,
qui s'appelle le vinaigre de riz. Est-ce que vous connaissez ce vinaigre, le vinaigre de riz? Je vois des oui, je vois des non. Donc j'ai prévu des petites coupelles pour le faire passer, pour que vous puissiez au moins le sentir, le humer, parce que le parfum est juste magique. Voilà. Je vous le fais passer. Merci beaucoup. Et vous allez voir, pour moi, le parfum est plutôt doux et légèrement floral même. On a quelque chose qui est même moins acide, côté agressif, que le vinaigre de cidre. Vous approuvez? Super. Alors, je procède au pifomètre. Je vais vous expliquer comment on fait du pifomètre. Hop. Alors, pour faire du pifomètre et pas se planter sur les assaisonnements, en fait, il faut connaître ses ingrédients. Moi, je sais que ce vinaigre-là, parce que j'en ai l'habitude, je l'ai déjà goûté, c'est un vinaigre qui est plutôt doux. Je sais quel goût ont ces noix de cajou, parce qu'évidemment, je les ai goûtées. Voilà. Et du coup, si je me concentre bien par rapport au volume de noix de cajou, par rapport à l'intensité de ce vinaigre, je vais y aller avec un petit filet ou un grand filet, etc. Et je sais quelle intensité ça va donner. Si je fais du pifomètre en me disant « Oh, bah, ça doit être comme ça, etc. », là, je suis sûre que je vais rater mon assaisonnement. Il faut que je sois concentrée sur les différents volumes et que j'ai goûté les choses. Donc, je sois concentrée sur mes sens au final. Et là, vous allez voir, ça va se mixer très facilement avec le petit robot ménager qu'on a à la maison. Pensez à brancher vos robots. J'ai vu madame qui approuvait. Hop, je gère les cuissons en même temps. Voilà. Hop. Hop. Je vais aller récupérer ce qu'il y a sur les parois avec une petite maryse. Et je vais mixer finement jusqu'à obtenir la texture d'une crème. Ça va être onctueux, ça va être absolument merveilleux. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant dans les graines oléagineuses? Ce sont des aliments qui sont vraiment très riches nutritionnellement parlant. Ils vont contenir à peu près 50% de matière grasse en fonction de la graine. Et ils vont contenir aussi 15% de protéines. Donc, ils sont assez bien pourvus en protéines comparé à une légumineuse cuite, par exemple, qui en contient 10%. La viande, les œufs, on est plutôt aux alentours de 20% de protéines. Donc, les graines oléagineuses, elles se défendent pas mal de ce côté-là. Hop. Chez certaines personnes, on va avoir des intolérances ou des allergies à ces fruits-là, donc on fait attention, évidemment. Pour les personnes à qui ça réussit, ça peut constituer des encas qui vont être très nourrissants du fait de la teneur en graisse et en protéines. Donc là, je ne sais pas si vous voyez progressivement la texture qui devient de plus en plus fine. Voilà, on est passé d'une texture de rillette. On aurait pu en rester à la texture de rillette au final. Mais là, j'ai envie d'obtenir une texture un petit peu plus crémeuse. Donc on persiste dans le mixage. Hop, encore un peu plus fine. Vous allez trouver en magasin des produits qui sont tout faits, qu'on peut appeler des fromages de cajou, entre guillemets. Alors certains, effectivement, vont être fermentés. Là, ce n'est pas le cas. La noix de cajou, elle a juste été trempée, elle est juste fraîche. Mais des fois, effectivement, il va y avoir une fermentation qui va donner un petit goût acidulé. Nous, le petit goût acidulé, on l'obtient parce qu'on a ajouté du vinaigre. On va conserver cette texture-là. Et on va ajouter le reste de nos ingrédients. Hop. Donc quand on a un petit robot qui va bien, vous voyez, ça se fait rapidement. Les noix de cajou, moi, je les ai fait tremper pendant une nuit. On a juste ajouté un petit filet de vinaigre. Et là, on va finir en ajoutant des épices.
là. Les épices, qu'est-ce que je nous ai choisi? Je nous ai choisi un petit peu d'ail. Je vais l'ajouter en poudre par facilité. Hop. Alors attention, l'ail en poudre, il est assez chaleureux, il est assez fort. Je vais doser vraiment très parcimonieusement parce que je ne veux pas que ça l'emporte. Hop. Et je vais rajouter 2 currys différents. Alors, je n'ai pas réussi à me décider entre les deux, j'ai fait un mélange du coup. Un curry, c'est déjà en soi un mélange d'épices. Curry, ça veut dire mélange. Là, on a un curry korma et là, on a un curry pas de nom spécial. Dans le curry korma, on va avoir une dominante de coriandre et de cannelle. Si on le sent, il est assez sucré, ce curry korma. Dans ce curry-là, je l'aime bien parce qu'il est un petit peu piquant. Il va avoir une dominante de curcuma, de coriandre et de gingembre. Donc, il est plus piquant, plus punchy, légèrement même plus pimenté, je dirais, que celui-ci. Je vais faire un mélange des deux. Je vais mettre plus de korma parce que j'ai envie de rester sur la douceur. Et je vais ajouter une pointe de ce curry piquant, histoire de rehausser un petit peu. Et d'égayer la couleur. C'est le curcuma qui va communiquer un petit peu de sa couleur dorée à l'ensemble. J'essaye entre-temps de rester attentive à la cuisson de mes lentilles. Les lentilles qui ont déjà bien changé d'aspect. Hop. Les carottes qui sont, elles, pas encore cuites. Les lentilles, on voit qu'elles ne sont pas encore cuites parce que si on regarde au cœur, elles sont encore un petit peu opaques. Elles ne sont pas complètement transparentes. Comme il s'agit de faire une tartinade, en plus, là, moi, je veux qu'elles se délitent. Donc, je n'hésite pas à rajouter de l'eau. Hop, pour poursuivre la cuisson. Merci beaucoup. Allez, on laisse faire ça. Entre-temps, je surveille quand même les petits pois pour vérifier qu'ils sont toujours bien verts. Ils le sont, c'est merveilleux. Je vous montre. Hop. Mais c'est parce que là, ils sont vraiment pas encore cuits du tout. Hop là. Ma petite tartinade cajou, je peux la laisser comme ça. Je vais néanmoins ajouter une pointe de sel. Vous avez vu la texture que ça commence à prendre? Comme ça a l'air onctueux. Eh bien, c'est onctueux. Hop. Voilà. Vous imaginiez que des noix de cajou pouvaient donner cette texture? Voilà. Et là, on a notre première super belle et super bonne tartinade. Bon, super bonne, pour l'instant, il faut que vous me croyiez sur parole, mais on va déguster juste après. Hop. Et d'une. Alors, là, ce que je vous ai montré avec les noix de cajou, on peut faire exactement la même chose avec plein d'autres graines. Au final, on peut faire la même chose avec quelles graines? Avec des amandes, tout à fait. Et puis, je vous entends pas parler tout fort. Des pistaches, des cacahuètes. Ah ouais, des cacahuètes, c'est une super idée, j'ai encore pas essayé. Magnifique. Tout à fait. J'ai essayé avec des graines de tournesol aussi, c'est très très sympathique. Donc n'hésitez pas à faire tremper des trucs. En plus, le trempage, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Une graine, c'est un petit organisme vivant en dormance. Quand on trempe, on va activer les enzymes qu'il y a dans la graine. Et ces enzymes, elles vont commencer à dégrader les grosses molécules, comme l'amidon, en l'occurrence, là, comme certaines protéines. Et donc, dégrader les protéines, ça veut dire les découper en petites perles au lieu de laisser des gros colliers de perles. Et donc, ça les rend plus digestes pour nous. C'est comme si on commençait déjà à les digérer, rien qu'en les ayant fait tremper. Autre intérêt, dans les graines en dormance, justement, pour pas qu'elles s'autodigèrent, entre guillemets, on a ce qu'on appelle des antinutriments comme l'acide phytique. Et l'acide phytique, il va être inactivé par le trempage. Et c'est tant mieux. Parce que si nous, on consomme de l'acide phytique, si on consomme les graines qui n'ont pas trempé et dont l'acide phytique est encore présent, il va jouer le rôle d'antinutriment. Il va nous empêcher de correctement digérer finalement les grosses molécules alimentaires quand elles se retrouvent dans l'intestin. Donc le trempage va commencer la digestion et faciliter en plus notre digestion, donc nous permettre une meilleure assimilation. C'est quelque chose qu'on faisait avant de tremper les graines, on les faisait même fermenter, donc ça donnait encore d'autres propriétés. C'est quelque chose qu'on a perdu, mais qui se retrouve de plus en plus et c'est une bonne chose. Une tartinade. Hop. Allez, pendant que tout ceci continue à cuire, hop, on va en lancer une autre. Alors,
La prochaine tartinade, j'ai choisi de la faire sur une base de produits laitiers. J'ai choisi une belle ricotta et vous allez voir, on va faire extrêmement simple. La ricotta, c'est déjà tellement bon en soi, c'est déjà tellement onctueux. On va y rajouter à peine un petit peu de betterave, histoire de la colorer. Vous allez voir, ça va donner à peine de goût. On va mettre un soupçon d'ail et ça va nous faire quelque chose d'extrêmement réjouissant et réconfortant. Hop. Avez-vous des questions jusque-là? Oh, vous êtes sage. Hop. Allez, là je vais réutiliser mon petit robot cutter. Vous verrez tout à l'heure, on utilisera un autre ustensile qui est le mixeur plongeant, qui peut être pratique aussi pour certaines tartinades. Les petits pois vont un peu fort, me semble-t-il. Je ralentis. Hop, sont-ils toujours bien verts? Oui, ils le sont. Je vais goûter parce que, hop, ils me semblent déjà bien avancés. Non, là je sens sous ma cuillère qu'ils sont encore très très fermes. Néanmoins, par acquis de conscience et parce que j'adore ça. Mais si, ils sont bons. Parfait. Hop là. Alors, comme ils sont prêts et qu'ils sont bien verts, tout de suite je les égoutte et je les rafraîchis. Pourquoi? J'entends rien, mais je sais que vous avez raison. C'est pour arrêter la cuisson. Parce que là, si je les laisse au chaud, ils vont continuer à cuire et la chlorophylle à se dégrader. Donc là, il faut absolument que je bloque ce processus. Hop. Donc là, je les rafraîchis bien à l'eau froide. Hop. Alors d'habitude, j'ai une grande passoire, sauf que là, je n'ai pas pensé à en prendre. Donc je me débrouille autrement. Je les rafraîchis directement dans la marmite. Hop, je vérifie que l'eau est fraîche. Super, la cuisson, elle est bloquée. Hop, je les mets de côté. Les lentilles corail, ça continue à avancer. Je vais leur ajouter un petit peu d'eau. Elles ne sont pas encore toutes cuites, les carottes non plus. Il y a encore un petit peu de jus résiduel. J'hésite à leur rajouter de l'eau. Non, je vais les laisser comme ça. Allez, sur feu très doux, elles vont terminer gentiment leur cuisson. Voilà. Allez, et nous, on va s'occuper, hop, de notre tartinade à base de ricotta. Alors, je pense que c'est la plus difficile à faire de toutes celles que je vais vous présenter. Surtout, concentrez-vous, c'est là qu'il ne faut pas perdre une étape. C'est une grosse blague. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Alors, ce qui est pratique, c'est les betteraves déjà cuites. En plus, elles sont déjà tellement tendres qu'elles vont être très très simples à mixer. Hop. Donc, je prends une belle betterave cuite. Hop, je la découpe en morceaux. Et je vais la mixer avec à peu près la moitié de ma ricotta. Je vais ajouter un petit peu de jus, bien rouge. Hop, voilà. Et donc, ma ricotta que voilà. Je ne vais pas tout mixer la ricotta avec la betterave. Pourquoi? Parce que si je mixe trop la ricotta, elle se liquéfie. Et une tartinade, il faut que ça se tartine, il ne faut pas que ça coule de la tartine. Donc je ne vais en mixer qu'une partie pour faciliter le mixage à l'intérieur du robot. Et par contre, après, je vais incorporer délicatement, vous savez comme on fait, comme on prend soin des œufs en neige. On essaye de ne pas liquéfier nos œufs en neige quand on les incorpore à la pâte à gâteau, on les incorpore progressivement et précautionneusement. Hop, et on mixe. Attention, ça va être difficile. Voilà, c'est fait. Hop là. Je vous avais dit qu'il fallait être attentif parce que ça va très vite.
préparer les petites assiettes, comme ça ce sera plus simple. Merci. Alors, une fois que j'ai mixé la betterave délicatement dans le saladier, je vais finaliser mon mélange avec le reste de la ricotta. Et puis on va épicer délicatement. Alors, la ricotta, les produits laitiers, les fromages frais, etc., c'est intéressant aussi pour les personnes qui sont bien calées avec les protéines. Et on entend dire plein de choses sur les protéines laitières, on entend dire qu'il ne faudrait pas manger de produits laitiers, que c'est pas bon, etc. En réalité, les produits, déjà, quand ils sont de qualité, ils ont plus de chances de nous faire un meilleur effet. Un produit de qualité, c'est un produit laitier qui est issu du lait d'une vache qui a brouté de la vraie herbe, par exemple, c'est-à-dire une alimentation qui est adaptée à une vache. Hop. Quand une vache va pâturer, c'est-à-dire qu'elle va brouter de l'herbe, les acides gras, les matières grasses qu'on va trouver à l'intérieur de son lait sont vraiment d'excellente qualité. Et on va trouver ce qu'il nous faut d'oméga 3, ce qu'il nous faut de polyinsaturés, de monoinsaturés, de graisses saturées par rapport à nos besoins en acides gras. Donc le produit laitier, ça peut être un excellent aliment de santé. Mais c'est vrai qu'on ne le tolère pas tous. En profilage alimentaire, là j'ai marqué que c'était une des formations que j'ai faites. En profilage alimentaire, on va regarder par exemple le groupe sanguin de la personne. Et on a pu observer que chez les personnes de groupe sanguin A, on pouvait avoir des états inflammatoires qui pouvaient être entretenus plus facilement par les produits laitiers. Ce qui n'est pas le cas par contre chez les personnes de groupe sanguin O, dans une grande majorité des cas. Donc il ne s'agit pas de retirer des produits laitiers pour tout le monde, mais il s'agit de vérifier ce qui nous convient à nous et ce qui ne nous convient pas. Moi j'ai fait l'expérience que quand effectivement je suis en état inflammatoire, que quand j'ai une problématique ORL, etc., tout ce que je consomme de produits laitiers a tendance à entretenir l'inflammation. Donc le temps de me soigner, j'arrête les produits laitiers et ensuite je me relance à faire mes petites tartinades à la ricotta, etc. Hop. Donc là, vous avez vu, j'ai mélangé au fouet délicatement et on a quelque chose qui a de la tenue. Hop. Je vais assaisonner très délicatement avec un petit peu d'huile d'olive. Quand je dis assaisonner, l'huile d'olive, ça a du goût. Donc on peut s'en servir comme assaisonnement, comme une épice, je dirais. Hop. Donc elle va apporter son fruité. Oh. Hop là. Vous avez vu un peu le contraste de couleurs. Moi, j'adore faire la cuisine parce que c'est tellement réjouissant pour les sens. Hop. On va ajouter un petit peu d'ail. Pareil, je suis flemme, on pourrait mettre de l'ail frais. Mais pour gagner un tout petit peu de temps, comme on a commencé un petit peu en retard, je vais mettre un petit peu d'ail en poudre. Pareil, délicatement parce qu'il est très fort pour le coup. Je vais ajouter une pincée de sel. Mon sel, vous avez vu, il est tout moche. En fait, c'est un sel gris de Guérande. Il n'a pas été raffiné. Donc, on ne l'a pas débarrassé de tous ces nutriments. Le magnésium, tout ce qu'on va trouver en fait comme minéraux marins. On n'a pas seulement du chlorure de sodium, on a une plus grande richesse en termes de minéraux. Et puis je vais poivrer, parce que comme on a un produit qui est très doux, la ricotta, j'aime bien faire des petits contrastes de saveurs avec des poivres. Et là pareil, je me suis amusée à vous choisir des poivres un petit peu particuliers. En l'occurrence, je vais utiliser surtout la baie de Timur, le poivre de Timut. Est-ce que vous connaissez ? Oui, je vois des oui enthousiastes et je vois des non. Donc, je vais vous faire sentir ça aussi. Alors, pour ce poivre, je n'ai pas de moulin à poivre. Donc, je vais utiliser mon petit chouchou, mon mortier traditionnel japonais. Donc, il est déjà tout plein de poivre parce que j'en ai moulu ce matin. Je ne l'ai pas nettoyé entre-temps parce que j'allais moudre la même épice par la suite cet après-midi. Et mon petit chouchou, il est tout strié au fond. Ce qui fait que les graines, au lieu de partir absolument dans tous les sens, vont être bien mieux maintenues à l'intérieur de mon petit mortier. Donc si je mets quelques graines de poivre de Timut et que je les moue moi-même, hop, j'ai tous les parfums qui se dégagent et j'en profite pour me réjouir les narines en même temps. Imaginez quand vous allez moudre du cumin, quand vous allez moudre du gingembre, vous profitez de l'aromathérapie en même temps que vous cuisinez. Je vais en garder un petit peu pour moi et je vais en mettre pour vous dans la petite coupelle pour que vous puissiez profiter de son arôme absolument splendide.
Alors, évidemment, il faut aller chercher dans les rainures après. Hop. Elle n'a jamais servi que pour ça. Hop là. Je vérifie que c'est bien merveilleux. Oh là là, c'est merveilleux. Hop. S'il vous plaît. Voici. Donc, poivre de Timut, on va le trouver sous différents noms, hein, parce que finalement, Timut, c'est notre francisation. Vous allez trouver baie de Timur, etc. C'est la même chose. Hop. Si je ne m'abuse, ça nous fait déjà 2 tartinades. Ouh, on a bien avancé. Hop. Hop là. Allez, pareil, je vais la stocker dans un petit bocal. Et puis on va faire notre petit houmous petit pois gingembre. Alors j'avais adoré, c'était dans un restaurant. On nous avait servi un velouté de petits pois en entrée, juste parfumé au gingembre. Des petits pois, du gingembre, du sel, 3 ingrédients, une merveille. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Du coup, c'est ça qui a inspiré la tartinade que je vais vous proposer. Hop là. Alors, là, j'ai utilisé de la ricotta. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à la place de la ricotta? Parlez fort, parlez fort. De la mozzarella. Alors, la mozzarella, ça peut être intéressant, mais contrairement à la ricotta, elle est moins onctueuse, elle est un peu plus caoutchouteuse. Donc, elle risque de nous donner un résultat un petit peu étrange au moment du mixage. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre qui va très bien avec la betterave? Mascarpone. Oh, quelle merveilleuse idée! Le mascarpone, c'est de la crème, c'est pas du lait, c'est de la crème qu'on a fait fermenter. C'est pour ça que c'est bon. Hop. On peut utiliser aussi un petit fromage frais de vache, de brebis ou de chèvre. Le chèvre, en l'occurrence, ça va très très bien avec la betterave. Hop. Et de 2, où est-ce que j'ai mis la première? Oh, je l'ai mise là. Voilà. Et là, on commence à avoir des jolies couleurs. Hop là. Allez, je donne un petit coup de nettoyage. Hop. Eh ben non, les petits pois, je vais les faire justement avec le mixeur plongeant. Je vais vous montrer. Je vais les égoutter. Voilà, ils sont toujours bien verts, c'est merveilleux. Et pour utiliser efficacement le mixeur plongeant, qu'on appelle aussi le mixeur girafe, pourquoi? Le long cou. Hop. Donc, pour utiliser efficacement un mixeur plongeant quand on mixe quelque chose dont on veut une texture plutôt fine, j'arrive tout de suite, j'utilise un grand bocal. Parce que dans le grand bocal, les petits éléments ne vont pas partir dans tous les sens, contrairement à un saladier. Ça va permettre de mieux canaliser, de reproduire finalement le système d'un blender. Vous savez, le blender, cette espèce de compartiment oblong avec la lame au fond. Donc, on va essayer de reproduire à peu près le même principe. Dites-nous tout, monsieur. C'est la baie de Timur ou le poivre de Timut qu'on a utilisé pour la tartinade à la ricotta. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois la couleur de ces petits pois, ça me met du baume au cœur. Surtout au cœur de l'hiver. Donc, nous sommes d'accord, il ne s'agit pas d'un produit de saison. Mais il m'arrive, pour la joie de mes pupilles et de mes papilles, de faire des entorses à la saisonnalité. Na. Hop. Alors, pour que ce soit encore plus joyeux, on va ajouter du gingembre. Du beau gingembre bien frais, cette belle petite racine dont on peut consommer la peau, le saviez-vous?
Donc la peau, elle va avoir des propriétés médicinales même. On va l'utiliser en médecine traditionnelle chinoise pour, je ne sais plus quelle affection, j'ai déjà oublié, mais je ferai mes révisions. Bref, le gingembre, en tout cas en diététique chinoise, la partie charnue, la partie jaune, elle va ramener de la chaleur dans le corps. On dit que c'est un aliment de nature chaude. Quand il est frais, plutôt de nature tiède d'ailleurs. Mais quand le gingembre est séché, il est d'autant plus réchauffant. Ce qui fait que chez les personnes qui ont déjà naturellement chaud, au point de devoir faire des bains froids, etc., ou à qui les bains froids, ça réussit vraiment excessivement bien, on ne va pas spécialement recommander le gingembre, parce que ça va ramener un excès de chaleur dans le corps. Par contre, les personnes qui sont frileuses, ou les personnes qui ont une petite faiblesse au niveau digestif, qui manque, comme on dit, de feu digestif, elles, par contre, on va pouvoir leur recommander le gingembre. On va pouvoir leur conseiller d'en prendre des tisanes, par exemple, ou d'en ajouter dans leur alimentation, parce que ça va stimuler le feu digestif et ça va les réchauffer. Donc, on a des aliments qui réchauffent, selon la diététique chinoise, mais aussi des aliments qui rafraîchissent. Comme quoi? J'ai entendu un truc. J'ai cru entendre la salade. C'était peut-être pas ça, mais c'est une bonne réponse. La salade est rafraîchissante. On a la menthe qui est rafraîchissante également. Parlez fort. C'était ça. Je vous ai bien compris. Hop. Donc la menthe, quand on la consomme, elle a un effet rafraîchissant. Chez les personnes qui sont frileuses, c'est pas une bonne idée du coup. Hop. J'ajoute tout de suite une grosse pincée de sel et je vais mettre un poivre noir. Hop. Un peu plus commun, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir des caractéristiques spécifiques comme la baie de Timur. Vous avez senti ces petites notes agrumes, ces petites notes pamplemousse à la baie de Timur? C'est magique, hein. Donc la baie de Timur, c'est très intéressant à utiliser aussi dans les salades de fruits, pour relever une salade de fruits, pour donner un petit peu de piquant. D'autant que chez les personnes qui n'ont pas beaucoup de feu digestif, les fruits crus en salade, c'est pas facile à digérer. De rajouter des épices piquantes comme le poivre, ça aide la digestion, ça soutient la digestion. Et donc là, j'ai mis mes merveilleux petits pois, mon merveilleux gingembre, du sel, du poivre, et je vais mixer. Et je vais obtenir une jolie purée. Et là, vous voyez, avec le mixeur plongeant, ça va bien parce que les petits pois ne peuvent pas s'échapper à l'intérieur du bocal. Donc, je vais obtenir une jolie texture de purée veloutée. Hop. C'est fait. Donc là, je suis partie de petits pois surgelés, parce qu'ils ont une couleur sublime. Maintenant, quand on a des amis qui arrivent à l'improviste à la maison et qu'on veut faire vite fait une tartinade et qu'on n'a pas le temps de cuire des petits pois, on peut très bien, comme on a des bocaux de pois chiches déjà cuits, avoir un petit bocal de petits pois et pouf, vite fait, faire sa petite tartinade en ajoutant du gingembre. C'est super pratique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser un reste de petits pois. Par exemple, au lieu de prendre la moitié du sachet, il y a tout le sachet qui est tombé dans la marmite au moment de les cuire. Donc on en a cuit plus que ce dont on en avait besoin. On va consommer les premiers entiers avec le gigot d'agneau du dimanche. Et le reste, on va le mixer en tartinade. Anne, il ne faut pas que tu tardes à servir parce qu'il est déjà 16h20. Et il faudrait qu'on libère à 45 pour que l'autre puisse s'installer. Ah oui. Eh bien, tu vas faire du service, très cher. Hop là. Et de 3. Avez-vous remarqué que les couleurs sont fort sympathiques? C'est un peu fait exprès. Alors, hop, je vais vous expliquer. J'ai commencé un petit peu en retard. Du coup, nous sommes un peu pressés. Et évidemment, vous ne voulez pas partir sans déguster. Voilà, je vois. Non, vous ne voulez pas partir sans déguster. Donc, imaginez que cette petite tartinade, maintenant, les lentilles corail sont bien cuites, les carottes sont bien cuites. On va la mixer. On va utiliser la même technique de mixage que l'une des 2 autres techniques de mixage qu'on a utilisées. On va, à l'intérieur, incorporer des morceaux de ce merveilleux hareng fumé. Donc, on va tout mixer ensemble. On va assaisonner avec un petit peu d'ail, un petit peu d'ail, un petit peu de poivre, un petit peu de jus et un petit peu de zeste de citron. Pouf, magie, la tartinade est prête. Et donc, elle a une magnifique... Dites voir.
Vous avez remarqué, dans la recette, j'avais marqué macro fumé à l'origine. J'en ai pas trouvé dans mon magasin. Donc, quand on ne trouve pas ce qu'on voulait, on remplace. Parce qu'il nous tombe sous la main. Là, en l'occurrence, il y avait du hareng fumé, j'ai utilisé du hareng fumé. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre? Des sardines, absolument. On aurait pu mettre de la saucisse fumée. C'est une base de lentilles. Lentilles, saucisse fumée mixée en tartinade, ça doit être génial. Donc là, on va préparer les petites assiettes de dégustation. Comme on a une tartinade bien épaisse, regardez ce qu'on va faire avec la cuillère à glace. Ouh, ça va être pratique. Merci. Hop. Alors, hop. Laetitia, est-ce que tu as envie de touk. Ça marche. Hop. Alors, il s'agit de tartinade. C'est Natacha, c'est pas grave. C'est Natacha. Pardon. Natacha, c'est encore plus beau. Je veux bien. Est-ce que tu veux faire des demi-boules de glace avec la tartinade lentilles corail? Allez. Regarde. 1, 2, 3. Hop. Allez, je continue. Donc, les tartinades qui sont bien tartinables, là, pour la dégustation, on va utiliser la cuillère à glace. Celles qui sont un petit peu moins solides, on va utiliser une poche à douille. Hop là. Et voilà, Serge, amuse-toi. Je sais pas si je vais savoir faire. Ça va aller, ça va aller. On l'encourage chaleureusement, merci vous. Wouh! Tu la mets bien sur un côté, hein? Voilà. Hop. Hop. Et pendant ce temps, la poche à douille, le temps de la remplir, j'ai fait un tortillon, pouf, que j'ai enfoncé à l'intérieur de la douille, histoire que tout ne s'écoule pas au moment où je mets à l'intérieur. La tartinade à la betterave, elle est ici. Hop. Et donc, ces tartinades, je vous disais, on peut les tartiner sur plein de choses différentes. Moi, j'ai prévu des jolies rondelles de légumes qu'on va joindre, que je vais faire vite fait, pour les joindre aux petites assiettes qu'on a préparées. On peut les tartiner évidemment sur un bon pain excellent, frais, moelleux, croustillant autour. Hop, on peut utiliser des petites biscottes, évidemment. Et puis les tartinades, on peut aussi les utiliser dans des sandwichs. Et là, c'est génial parce qu'elles sont d'un bel intérêt nutritionnel. Il y en a qui sont protéinées, vous avez vu, il y en a qui apportent hop, un surcroît de légumes. Hop là. Et dans les sandwichs, ça apporte du moelleux. C'est joli, hein? Donc vous verrez, quand on aura les 4 couleurs, ça va être vraiment réjouissant. Alors, ce petit bar à tartinade, cette tartinade party, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand j'invite mes amis à la maison, parce qu'évidemment, il y en a toujours un qui aime pas ci, un qui est intolérant à ça, etc. Donc là, je fais une tartinade avec chacune un ingrédient différent, et chacun trouve son compte. Oui, j'ai des amis chiants, mais je les adore. Alors, la question est de savoir si on peut les préparer d'avance. Certaines, oui. Vous avez vu la belle tenue qu'elle a, la purée de lentilles corail? Donc, on peut la préparer d'avance parce qu'elle va garder sa tenue. Par contre, la ricotte et la tartinade au petit pois, oups, oh ben là, il y en aura 2 pour un gourmand. La tartinade au petit pois vont avoir tendance à se liquéfier si on les prépare trop longtemps à l'avance. Donc, ce qu'on peut préparer à l'avance, c'est le petit pois, le faire bien égoutter, et puis le mixer au dernier moment. Ça, la tartinade de cajou, pareil, elle est très peu humide, elle ne va pas se liquéfier non plus, on peut la préparer à l'avance. Et ça va nous tenir, si on n'a pas tout dégommé le premier jour, 4-5 jours facile au réfrigérateur. Regardez-moi cette couleur de dingue. Hop là. Alors, en parlant de couleurs, en énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, en diététique chinoise, on dit que chaque couleur, en tout cas que chacune de nos fonctions organiques est associée à une couleur. Le vert pour le foie, le rouge pour le cœur, le jaune, l'orange, le marron pour la rate, le blanc pour le poumon et le noir pour le rein.
Et on dit en diététique que pour nourrir tous les organes, il faut que nos assiettes comportent toutes les couleurs, les 5 couleurs. Donc là, quand on a une jolie palette comme ça de tartinade, on est pas mal. On a du blanc pour le poumon, du rouge pour le cœur, de l'orange pour la rate, du vert pour le foie. Il nous manque le noir pour le rein. Ça tombe bien, moi j'ai apporté des petites graines de sésame noir et des jolies rondelles de radis noir. Donc on va avoir toutes les couleurs qui tonifient toutes nos fonctions. Voilà. Un petit topping tout joli avec les graines de sésame noir. Est-ce que tu veux parsemer des graines, très cher? Moi, j'ai apporté des beaux radis noirs. J'ai envie de vous découper celui-ci en priorité. Est-ce que vous connaissez ce radis absolument spectaculairement joli? Il s'appelle le radis Green Meat. Et à l'intérieur, ce radis, il est vert fluo. Ah ah! Hop! Je vais nous en découper quelques rondelles à la mandoline. Alors, ici, il est encore un petit peu blanc, mais il est possible qu'un petit peu plus loin, il devienne un petit peu plus foncé. Après, ça va dépendre de la bête. Hop. Il y en a qui vont être plus foncés que d'autres en fonction de la pièce que l'on choisit chez son maraîcher. Je vais rajouter une petite rondelle de radis et on sert. C'est parfait. Voilà. Donc les rondelles de radis, on peut s'en servir. Regardez, c'est pas magnifique ça? Voilà. Donc on peut s'en servir comme des toasts. Vous pouvez utiliser la rondelle en elle-même pour faire un petit toast et pour tartiner les tartinades dessus. Hop, je vais vous la mettre sur le côté, comme ça vous dégustez avec la tartinade que vous souhaitez. Hop. C'est du radis green meat. Et en fait, des variétés de radis, on en a qui sont absolument extraordinaires. Donc, on a le green meat qui est vert. On a le red meat qui a une peau verte et qui est rouge fuchsia. À l'intérieur, c'est une vraie splendeur. Et on a le blue meat qui est plutôt violet, qui est absolument magnifique lui aussi. Hop là. Et zou. Belle dégustation à vous. Alors, ce qui va être intéressant dans la dégustation, c'est que vous, déjà, voyez ce qui vous inspire le plus rien qu'à la vue. Ensuite, ce qui vous inspire le plus au parfum. Et puis, au final, au goût, ce qui va vous réjouir le plus. Utilisez vos sens. Hop. Utilisez vos sens les uns après les autres pour voir ce que les uns et les autres vous disent. Vous allez peut-être observer aussi que aujourd'hui, au moment de la dégustation, il y a telle ou telle tartinade qui va vous faire plus envie et d'autres qui vont vous faire moins envie. Et peut-être qu'à un autre moment de la journée ou de la semaine, vous allez vous sentir plus attiré par une autre. Nos besoins évoluent tout le temps. Et comme elles apportent toutes des choses extrêmement différentes, il y a des fois où on va être plus attiré par l'une ou par l'autre en fonction de nos besoins. Merci à vous, c'était un vrai régal d'être avec vous. Alors, comme je vous disais, je suis diététicienne, je propose des consultations pour les personnes qui ont envie justement d'adapter leur alimentation, de mieux se connaître, de mieux apprendre à se connaître. J'ai mis des flyers ici concernant ma consultation diététique et vous allez retrouver le programme des ateliers cuisine que je propose également. Je vous ai fait quelques flyers. Le prochain a lieu dimanche prochain sur les petits fours qu'on prépare pour Noël en un tourne-main avec plein d'astuces pour pas y passer 3 plombes mais en même temps se faire plaisir avec des choses super bonnes. Et les prochains ateliers auront lieu en janvier. L'atelier s'appelle « On paraît que vous aimez les légumes » pour les personnes qui croient qu'elles ne les aiment pas, alors que quand c'est bien cuisiné, c'est bon. Effectivement, un légume mal cuisiné, ce n'est pas bon, mais là, on va faire en sorte que ce soit merveilleux. En février, on va avoir un atelier qui s'appelle « Ménopause, mon deuxième printemps », parce qu'avec l'alimentation, on peut tempérer la ménopause et sortir du « Ah, je chauffe, ah, je refroidis ». Et puis, en mars, on aura un atelier qui s'appelle « Sauce sublime et sage » parce que les sauces, il faut arrêter d'en avoir peur. Les sauces, c'est absolument merveilleux quand elles sont faites à partir de bons ingrédients. C'est vraiment un plus nutritionnel dans notre assiette. Voilà. Mille merci à vous et belle journée à vous.